Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire. Merci à tous nos clients qui se sont inscrits et à tous ceux que je ne connais pas encore et qui nous rejoignent. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je suis Emmanuel Nara, le dirigeant d'Haussmann Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créé il y a une vingtaine d'années. Et comme vous le savez, notre métier passionnant nous donne l'occasion de rencontrer beaucoup de sociétés de gestion. Et on a à cœur de partager avec vous quelques-unes de ces rencontres au travers de notre série de webinaires « Votre expert sur un plateau ». Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une société de gestion française dont l'objectif est de donner accès aux investisseurs privés aux meilleurs fonds de private equity de qualité institutionnelle. Donc je veux parler de la société Pécan qui nous sera présentée par Sassan Golshani, directeur du développement. Mais en quelques mots, déjà, je peux vous dire que c'est une jeune société qui a été créée en 2021, qui a déjà lancé une dizaine de fonds et levé environ 200 millions d'euros. Pécan a deux offres. Une offre de feeder. Alors les feeders, ce sont des fonds qui répliquent des fonds institutionnels. Donc ce sont des fonds spécialisés qui vont permettre à des investisseurs privés d'investir dans des fonds inaccessibles aux particuliers. Et une autre offre, qui est une offre de fonds, qui propose, elle, un portefeuille diversifié, clé en main, composé de plusieurs fonds d'investissement. Aujourd'hui, on ne parlera que de cette seconde offre, avec le FCPR Pécan Conviction 2023, qui est le second millésime de la gamme de fonds patrimoniaux diversifiés de private equity proposé par Pécan. Donc là, on est en présence d'un fonds qui va terminer sa levée de capitaux d'ici la fin de ce semestre. Et comme il a déjà déployé une bonne partie de son programme d'investissement, cela nous donnera l'opportunité de parler des gérants et des fonds qui ont été sélectionnés dans ce millésime. Alors, avant de commencer, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que, bien sûr, l'investissement en non coté présente des risques, notamment de perte en capital, des risques de liquidité, et que, bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures et qu'il vaut mieux vous faire accompagner d'un conseiller avant d'investir pour vérifier que ce type d'investissement correspond bien à vos besoins et à votre profil d'investisseur. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes. À la fin de cette période, il y aura peut-être une phase d'échange de questions-réponses si vous avez des questions qui n'ont pas été traitées pendant le webinaire. Je vous rappelle le principe, si vous souhaitez réagir et faire des commentaires, vous avez un bouton chat en bas à droite de votre écran. Mais si vous voulez poser des questions, utilisez plutôt le bouton questions avec le point d'interrogation qui est aussi en bas à droite de votre écran parce que ça nous permet plus facilement de partager vos questions avec les autres participants. Voilà, bon, je tâcherai de relier vos questions à notre intervenant pendant le webinaire. Sassan Golshani, je vous laisse le soin de nous présenter en quelques mots Pécan et le private equity et aussi bien sûr la manière dont vous abordez cette thématique avec le fonds de fonds Pécan Conviction 2023 que vous nous présentez aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Sassan. Merci beaucoup Emmanuel, et je suis vraiment très heureux d'intervenir auprès d'un partenaire conseiller en investissement financier pour présenter cette classe d'actifs qu'est le private equity et qui, grâce d'ailleurs aux professionnels du patrimoine, se déploie de plus en plus dans les patrimoines des épargnants français. Et on va en parler, on va parler du private equity, on va parler de Pécan, on va parler de notre façon de travailler, et pour cela, on va évidemment rappeler quelques éléments sur le private equity. J'imagine que la large assemblée qui est la nôtre aujourd'hui, il y a des experts et j'imagine quelques néophytes sur cette classe d'actifs. Alors, le private equity, vous le voyez, hein, c'est des sociétés que vous connaissez, Doctolib, Mistral AI, qui est un champion de l'intelligence artificielle qui malheureusement est financé plutôt par des Américains, mais ça c'est un autre webinaire qu'on organisera avec Emmanuel. Le point commun de toutes ces sociétés, c'est qu'elles sont privées.
Privé, c'est en opposition avec public, car quand on parle de sociétés publiques, ce sont des sociétés qui sont cotées sur un marché réglementé. Ça peut être le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, le DAX, bref, tous les marchés dans lesquels les titres s'échangent sur ce type de marché. Et le capital investissement ou private equity en français, en private equity en anglais, est un investissement dans le capital de ces entreprises privées, et cette participation peut être minoritaire ou majoritaire, mais c'est cela l'essence du private equity ou capital investissement. Alors évidemment, c'est une introduction, on ne va pas rentrer dans le détail des différentes stratégies qui sont proposées parce qu'elles sont nombreuses et complexes. Mais je pense qu'un investisseur doit avoir en tête les trois stratégies suivantes. Lorsque vous investissez en private equity, en capital investissement, donc en bon français, vous avez trois stades qui correspondent à différents stades de maturité de l'entreprise. Vous avez ce qu'on appelle le capital risque. C'est le venture en anglais, c'est-à-dire que l'entreprise vient de se créer et vous allez investir pour la créer quasiment et la faire démarrer. Ensuite, vous avez le capital croissance, c'est ce qu'on appelle le growth en anglais, et vous allez effectivement arriver à un stade où l'entreprise est presque rentable et qu'elle a besoin effectivement de croître pour parvenir à la rentabilité et s'affirmer sur son marché. Et ensuite, vous avez ce que l'on appelle le capital transmission, LBO, c'est un terme que vous entendez très souvent. C'est-à-dire que l'entreprise va faire l'objet d'une modification de son capital avec l'appui d'un fonds d'investissement. Et donc là, on est effectivement sur des sociétés qui sont plus matures. Et donc, vous le comprenez instinctivement, vous avez aussi des risques qui sont différents en fonction de la stratégie qui est la vôtre. Vous avez un potentiel de gain plus élevé lorsque vous êtes en capital risque, mais le potentiel de perte l'est également. Vous avez un risque peut-être plus équilibré en capital développement, et en LBO, généralement, vous avez un risque qui est moindre parce que vous êtes sur des entreprises qui ont déjà du chiffre d'affaires, du résultat. Donc aujourd'hui, Sasan, vous allez nous parler du capital croissance et du LBO, qui sont les deux segments du private equity qui historiquement ont offert les meilleurs ratios risque-rendement. Non seulement les meilleurs ratios, mais c'est aussi là où la profondeur de marché est la plus importante. Vous le savez, sur un LBO, vous avez cet alignement d'intérêts extrêmement fort où les dirigeants, les cadres clés et les fonds d'investissement se réunissent dans une holding qui va détenir la société cible avec l'injonction d'une partie de dette qui va être remboursée par les dividendes qui vont remonter. Ça, c'est un mécanisme extrêmement simple qui existe depuis plus de 60 ans et qui existe dans des périodes où les taux sont élevés, où les taux sont plus faibles, et on va voir que ça a évidemment des conséquences. Mais c'est le schéma en matière de LBO. Et Emmanuel, tu as raison, c'est le LBO qui est au cœur de la stratégie du fonds de fonds que l'on va aujourd'hui présenter. Juste deux mots sur le marché du private equity qui est très important. Ce que vous avez sous les yeux, plus de 2500 entreprises accompagnées, c'est uniquement en France. Mais dites-vous qu'à l'échelle mondiale, c'est plus de 14 000 sociétés de gestion qui font du private equity. Vous avez plus de 650 milliards de dollars qui sont levés chaque année pour financer les entreprises privées. Et laissez-moi juste vous donner un autre chiffre qui est, je trouve, très parlant. Les sociétés qui sont cotées sur un marché réglementé en Europe et au Royaume-Uni, cela représente 5 800 sociétés. Ça peut paraître beaucoup, mais on voit exactement ce que ça représente. Les sociétés privées sur le même périmètre, c'est-à-dire Royaume-Uni et Europe, c'est plus de 23 millions de sociétés. Donc, vous voyez que si vous voulez être exposé au marché privé, vous avez effectivement une profondeur et un univers qui est extrêmement vaste. Très rapidement, vous avez
des difficultés pour accéder au marché privé. Parce que lorsque vous vouliez aller voir ces grands fonds d'investissement, ils étaient équipés pour parler à des institutionnels, le ticket minimum d'investissement était élevé et la procédure de souscription était aussi complexe. Et si Haussmann Patrimoine a choisi Pécan, c'est justement pour permettre aux investisseurs privés d'avoir une sélection des gérants, d'avoir un ticket d'investissement qui soit plus faible et qui met en œuvre une procédure de souscription digitale. Et Emmanuel l'a rappelé très justement, pour que le service d'investissement corresponde bien aux objectifs du client, et ça passe par un questionnaire qui est rempli par le client pour juger de l'éligibilité de ce service d'investissement, et c'est très important parce que le private equity fonctionne de façon différente des marchés cotés. Un mot sur cette slide, c'est que et là je parle sous le contrôle d'Emmanuel, dans les patrimoines des Français, des épargnants, le private equity est très largement sous-représenté puisque c'est moins de 1% de détention. Aux États-Unis, c'est déjà près de 10%. Donc, c'est devenu ce que l'on appelle une classe d'actifs à côté des actions cotées, à côté de l'immobilier, à côté des produits structurés. Eh bien, le private equity s'impose comme une nouvelle classe d'actifs pour les épargnants français. Vous le voyez. Un mot avant de rentrer dans des exemples concrets. Tout à l'heure, il a été fait mention de la profondeur du marché. Moi, j'ai en tête un chiffre de 12 000 milliards d'euros du marché de private equity, et un marché qui serait en croissance de 20% par an depuis 2018. Donc, une dynamique vraiment très, très importante. Et pour rebondir sur le point du taux d'équipement des investisseurs en Europe et en France notamment, il est très, très en dessous de tous les pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre et tous les pays qui globalement ont des systèmes de fonds de pension qui sont massivement investis dans le non coté. Bien souvent, ces gros investisseurs ont des répartitions dans leurs allocations stratégiques qui font la part belle au non coté, pour notamment les raisons de performance à long terme qui sont celles de ces classes d'actifs. Donc, il est fréquent que ces investisseurs aient des portefeuilles qui représentent le non-coté à hauteur de plus ou moins 20%, là où l'investisseur privé en France a parfois entre 2% de son patrimoine Exactement. investi en non-coté. Donc, ça, c'est dû au système français qui a été vraiment verrouillé au niveau des investisseurs institutionnels, et donc c'est très récent, c'est clairement depuis à peu près la période post-Covid qu'on a vu apparaître des acteurs comme Pécan et une ouverture du marché non coté avec des fonds désormais accessibles aux investisseurs français qui vont pouvoir progressivement rééquilibrer leur patrimoine avec ce type de fonds. Et j'irais même plus loin, si tu me permets, en donnant une autre statistique. Tu sais que je suis féru de statistiques et on a commencé ce métier il y a 20 ans. Lorsque j'ai démarré au début des années 2000, une société se cotait sur un marché réglementé au bout de 7-8 ans d'existence. Aujourd'hui, Emmanuel, il faut près de 15 années pour qu'une société décide éventuellement de se coter sur un marché réglementé, si ce n'est pas pour les sociétés qui sont déjà sur un marché, de se retirer de la cote. Donc, si on veut bénéficier de la création de valeur pendant cette durée plus longue où les sociétés restent privées, eh bien, il faut être investi en private equity pour capter cette création de valeur. Alors, si on continue, pourquoi faire du private equity? Évidemment, c'est parce que on a un potentiel de performance. Alors, évidemment, Emmanuel l'a rappelé, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, elles ne sont pas garanties. Mais lorsqu'on regarde, et ça c'est France Invest qui donne ces chiffres, sur une période de 10 ans, presque 2014-2023, le capital investissement a surperformé les autres classes d'actifs, que ce soit le CAC 40, l'immobilier, les hedge funds.
Il y a des raisons. Les raisons, c'est notamment une durée d'investissement qui est plus longue, c'est le blocage des fonds, et donc c'est une partie de votre épargne dont vous n'avez pas besoin et sur lequel vous n'avez pas ce besoin de liquidité. Et c'est bien parce que le gérant de private equity a ce temps long devant lui que cela lui permet de passer à travers les modes, à travers les cycles, et d'avoir le temps pour pouvoir investir sur des sociétés qu'il a dûment analysées. Et donc, la contrepartie des contraintes attachées à un investissement de private equity, encore une fois, une durée longue d'investissement qui se décompose en deux parties, on va le voir, l'illiquidité, le blocage des fonds, c'est bien pour accéder à un potentiel de performance non garanti, mais qui est plus important que les autres classes d'actifs. Attention toutefois, contrairement au marché coté, ce qu'on appelle la dispersion de performance, elle est plus importante dans le private equity. C'est-à-dire qu'au sein de ces 14 000 sociétés de gestion qui investissent sur des marchés privés, sur des entreprises qui ne sont pas cotées sur les marchés boursiers, il faut que vous tentez d'être dans le premier quartile. Et c'est dans ce premier quartile que vous avez le potentiel de performance le plus important parce que vous le voyez, que ce soit dans la borne médiane ou inférieure, la performance se dégrade. Et donc, il faut être accompagné par un conseiller en investissement financier. Et le conseiller en investissement financier, un peu comme le médecin généraliste du patrimoine, s'entoure d'un spécialiste qui va l'aider à naviguer dans ces marchés privés. Et c'est effectivement le rôle de Pécan. Voilà, vous avez plusieurs façons d'investir en private equity et nous, on va regarder la partie fonds de fonds. Ça, mesdames et messieurs, c'est un graphique qui est très important parce que la mécanique de fonctionnement d'un fonds de private equity est très différent d'un fonds coté. Le vocabulaire est très différent. On parle d'engagement, on parle d'appel de fonds, on parle de distribution, on parle de mesures de performance qui sont différentes et on va y revenir. Mais généralement, partez du principe qu'un fonds de private equity qui dure 10 ans est décomposé en deux grandes parties. Une phase d'investissement où le gérant a généralement 4 années devant lui pour investir l'argent sur lequel vous vous êtes engagé à lui confier. Oui. Juste ça vient du fait que la plupart du temps, les sociétés de gestion, quand elles décident de rentrer dans une société, elles ont une feuille de route et un business plan qu'elles ont construit en général sur 5 ans. Il arrive parfois que les business plans se déroulent mieux que prévu et que finalement les projets puissent être concrétisés et les reventes effectuées avant cette date-là. Il arrive aussi que des projets prennent un peu de retard et que les sessions interviennent un petit peu après la 5e année. Mais il y a effectivement une phase d'investissement progressif. On en parlera après quand on parlera du fonds. En faisant attention au temps consacré à chaque partie, parce que là, on est encore qu'au début et le temps passe, donc il va falloir peut-être de manière concrète ensuite parler du fond, et on répondra aux quelques questions qui ont commencé à être posées dans le chat quand on abordera le fond. Bien sûr. Et donc, des mesures de performance qui sont spécifiques au private equity et sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Alors, Emmanuel a présenté notre société de gestion. Voilà, on a 3 ans d'existence, on gère un peu plus de 200 millions d'euros. Et notre objectif, c'est d'être aux côtés des professionnels du patrimoine pour aider leurs clients à investir avec discernement sur les marchés privés. On est aujourd'hui une équipe de 10 personnes, bientôt 12 spécialistes du private equity. Et finalement, chez Pécan, on fait 4 choses. On sélectionne des opportunités d'investissement. On essaye évidemment de sélectionner des fonds qui sont dans ce premier quartile. Ensuite, on va loger ces fonds à l'intérieur de véhicules qui sont conçus et gérés par Pécan, parce que nous sommes une société de gestion agréée avec l'habilitation de gestion pour compte de tiers. Donc, nous mettons cette sélection au sein de véhicules qui sont conçus et gérés par Pécan. Ensuite, nous digitalisons l'intégralité du processus, c'est la relation entre Pécan, notre partenaire conseiller en investissement financier, ses clients et le dépositaire. Et évidemment, nous accompagnons les professionnels du patrimoine puisque notre positionnement est d'être avec les professionnels du patrimoine.
Sassane, j'ai extrait une question qui est posée par Oui. l'un des participants qui nous demande donc dans quel décile de performance se situent les fonds dans lesquels Pécan investit. Eh bien, on essaye d'être dans dans ce premier décile. Regardez la slide que je vous projette actuellement. Pour faire 13 investissements effectifs dans notre programme de fonds, notre équipe de gestion a regardé plus de 600 fonds qui étaient en cours de levée. Et donc, ces 600 fonds ont donné lieu à 327 instructions et 47 due diligence avancées, donc c'est-à-dire une étude extrêmement exhaustive, multicritères, où notre équipe de gestion va regarder la capacité d'une équipe à réitérer des performances, voir quelle est sa spécialisation, son secteur, est-ce qu'il y a eu des changements dans l'équipe. Cette analyse multicritère permet effectivement de donner un sentiment sur la capacité à être dans ce fameux premier quartile. En tout cas, le processus de sélection est extrêmement important puisque vous le voyez dans cet entonnoir, il est de moins de 1% des fonds qui ont été soumis à notre étude. Ce programme, c'est un programme qui a, vous me passerez l'expression, qui a un cahier des charges qui est patrimonial. Ce qu'il faut retenir de notre programme d'investissement, et je parle de programme d'investissement parce qu'il y a plusieurs millésimes, c'est-à-dire qu'il y a un fonds qui est ouvert, ensuite sa période de levée se termine, il est remplacé par un nouveau, et donc régulièrement on a la possibilité d'investir dans ce programme. Le cahier des charges, il est patrimonial, c'est-à-dire que vous disposez d'une diversification par secteur, par zone géographique, par gérant, par taille d'entreprise et par millésime. C'est-à-dire que les fonds sur lesquels on va investir sont de l'année 2023, 2024, 2025, 2026. Et c'est très important parce que le private equity, un peu comme le vin, il faut être sur plusieurs millésimes pour avoir une diversification de son risque. Ça aussi, c'est important parce que sur le premier que vous voyez, Pécan Co-Investissement 2022, vous voyez, il est clôturé. Un certain nombre, on travaille avec le cabinet Haussmann Patrimoine depuis le lancement de Pécan Co-Investissement 2022, qui encore une fois aujourd'hui est clôturé. Donc, les clients qui ont investi dans notre fonds de fonds sont aujourd'hui exposés à des gérants comme Ardian, LGT, Norholding, Adagia. Et donc, vous voyez en fait visuellement la diversification dont vous disposez à l'intérieur de ce programme de fonds de fonds. Et je vais même aller plus loin. C'est que les clients qui sont allés sur le second millésime ne sont pas sur les mêmes fonds et donc il y a encore cette diversification tout azimut. C'est exactement ce que j'allais dire, Sassane, c'est qu'on a des clients qui ont souscrit au premier millésime Pécan Co-Investissement 2022. Et pour ceux qui vous font encore confiance et qui vont réinvestir ou qui ont déjà réinvesti dans le second millésime, il n'y a vraiment pas de chevauchement. On est sur des sociétés de gestion toutes très connues dans leur domaine, mais il n'y a pas de doublons et on a une diversification propre à chaque millésime. Oui, et on viendra sur le détail de chacun de ces fonds. Alors, on est en mesure aujourd'hui de présenter un historique de performance qui démarre parce que vous le savez, contrairement aux fonds cotés où vous avez une valorisation journalière, les fonds de private equity, c'est semestriel. Et nous, on est heureux de pouvoir présenter, notamment sur notre premier millésime, un TVPI, c'est-à-dire un multiple qui est en augmentation, c'est-à-dire que celui qui a investi 1 aujourd'hui récupère 1,1, c'est-à-dire qu'au niveau du fonds, il y a 9% de TRI. Je précise que cela, c'est au 30 juin 2024. Et donc, aujourd'hui, on le sait puisque c'est en cours d'audit, on va avoir une augmentation du multiple au niveau de Pécan Co-Investissement 2022 à environ 1,15 et on aura un TRI à 2 chiffres. Donc, ce véhicule de multigestionnaire en termes de private equity
génère de la performance, et je vais revenir dessus, n'a pas de courbe en J, qui est le moment où en fait votre valorisation passe en dessous du nominal et ensuite normalement ça remonte. Eh bien, on va voir comment on a réussi, en tout cas sur ces 2 premiers millésimes, à limiter la courbe en J à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a dit qu'on avait un programme de fonds millésimé, une fois qu'on a dit qu'on avait une diversification par gérant, par taille d'entreprise, par millésime, par secteur, en quoi consiste précisément la structure du portefeuille? Eh bien, elle est sous vos yeux. Elle est composée à 80% de fonds et à 20% de co-investissement. Un co-investissement, c'est lorsque vous investissez dans une entreprise directement, aux côtés d'un fonds de private equity, et là vous avez, je reviendrai dessus, c'est Technoflex, et ensuite vous avez 80% de fonds qui se divisent en une poche de 60% qui sont des fonds primaires, et ensuite une poche de 20% des fonds secondaires. Alors sans rentrer dans le détail, pourquoi on a des fonds primaires et des fonds secondaires, et qu'est-ce que c'est? Les fonds primaires, ce sont des fonds qui sont au début de leur vie, ils sont en année 1, 2, le cas échéant, et ils démarrent leur période d'investissement. Donc, le potentiel de performance est plus important, mais vous n'avez pas encore une vision très claire de ce sur quoi ils vont investir. D'où l'importance de faire confiance à une équipe de gestion parce qu'elle sait que Kinside Capital, Sagard, Turenne ou Verto ont cette capacité à générer de la performance et on leur fait confiance. Je vais revenir sur ce point-là. Le fonds secondaire, c'est un fonds qui va investir sur des actifs qui ont une maturité plus importante, entre 5 et 7 ans. Et donc, la performance, elle existe, mais forcément, elle est moins importante parce qu'on est plus avancé dans le temps. Vous l'avez compris, c'est cette performance déjà inscrite à l'intérieur des fonds secondaires qui limitait la courbe en J. Et on estime que dans la construction et la mécanique d'un fonds de fonds destiné aux investisseurs privés, il est, en tout cas pour Pécan, indispensable d'avoir des fonds secondaires. On a un peu moins de performance, mais on a un peu plus de valeur embarquée. Et c'est bien la combinaison entre cette poche primaire, cette poche secondaire et cette poche de co-investissement direct qui va nous permettre, en tout cas c'est notre objectif de performance et je précise évidemment ce n'est pas garanti, que l'investisseur fera net de frais entre 1,5 et 1,7 fois son investissement à l'intérieur de ce programme de fonds, ce qui fait à peu près 13% de TRI au niveau du fonds. Donc ça répond à une des questions qui était posée, c'est quelles sont les ambitions de Pécan Conviction en termes de TRI. Et puis j'en profite. 13% par an et 1,7% en termes de multiples. D'accord. Et il y avait une autre question qui était associée dans la même phrase, c'est est-ce qu'il y aura un autre millésime Pécan après le mois de juin? Oui, il y aura un autre millésime. Pourquoi? Parce que le premier millésime, le 2022, il investit en 22, 23, 24 et 25. Donc, il rentre dans sa dernière année d'investissement et les clients de Haussmann Patrimoine qui ont investi dans ce millésime devraient recevoir des distributions dans un an, en 2026. Ceux qui vont investir sur 2023, 23, 24, 25, 26 vont recevoir des distributions en 27 et vous l'avez compris, le prochain sera lancé à la fin de la période de commercialisation de ce millésime, c'est-à-dire après le 31, pour prendre le relais d'une certaine façon et avoir des distributions en 28. Nous construisons un programme d'investissement comme celui des institutionnels, afin que vous puissiez avoir de l'argent qui soit tout de suite, tout le temps au travail, exposé à une sélection de gérants de private equity sur cette durée de 4 ans en période d'investissement et à partir de l'année 5 en période de distribution. Je voudrais vous reparler effectivement de cette diversification qui est importante, vous le voyez, mais dans cette diversification, je voudrais dire deux choses, parce que ce que vous voyez là, c'est la photographie instantanée. Donc la part de France, elle est encore importante parce que
notamment sur un de nos fonds secondaires exposés sur le marché américain, il n'a pas encore démarré. Et donc, quand il va démarrer, la part de France va diminuer, la part des États-Unis va augmenter. Et donc, cette diversification, elle change au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux actifs sous gestion et de la composition du portefeuille. Vous vous êtes fixé une répartition cible sur le plan Oui, géographique? géographiquement, oui, la répartition cible, ça sera vraisemblablement 60% Europe, 30% États-Unis, 10% reste du monde. Voilà. Ça, c'est la répartition cible géographique. En revanche, et ça, je voudrais insister sur ce point-là, parce que cette diversification tout azimut, qui est je parle sous ton contrôle, Emmanuel, qui est un des éléments de réduction du risque du porteur de part, ça ne nous empêche pas finalement aussi d'avoir des convictions. Et notre conviction pour ce millésime, c'est que les tailles d'entreprise à l'intérieur de ce fonds de fonds, on est sur le segment des mid-cap. Pourquoi? Parce qu'on estime que dans le nouvel environnement qui est le nôtre, avec notamment la hausse des taux d'intérêt, les entreprises du segment mid-cap seront moins impactés par la hausse des taux dans les opérations de LBO et que les gérants de private equity qui vont transformer ces entreprises en les internationalisant, en les digitalisant, en mettant en place par exemple un back-office, ont plus de capacité de transformation sur le mid-cap que sur le large-cap. Et donc que le potentiel de performance est plus important à l'intérieur des mid-cap que sur les large cap. Donc ça, c'est un biais assumé de notre gestion. Merci Sassane. Il y a une question d'un participant qui voudrait qu'on revienne un petit peu sur l'expérience de l'équipe de Pécan. C'est vrai que tout à l'heure, on est passé un peu vite parce que on a encore pas mal de slides et le temps passe. Donc, on va essayer d'être synthétique. De toute façon, la présentation, on pourra vous la faire suivre pour ceux que ça intéresse. Et puis, le replay sera renvoyé. Mais je voudrais peut-être qu'on revienne un instant peut-être sur le parcours d'Eric Eckertweiler qui a créé Pécan. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai rejoint effectivement Jean-Philippe Eckertweiler qui est le fondateur de la société de gestion, qui était un des fondateurs de HLD, qui est un fonds de private equity français, qu'il a créé avec Jean-Bernard Lafonta, qui avait quitté la famille Wendel pour le rejoindre, et Philippe Donnet, qui est l'actuel patron de Generali. Et donc aujourd'hui c'est une société de gestion spécialisée dans le private equity qui gère plus d'1 milliard. Il y a d'autres personnes au sein de l'équipe de gestion, notamment Pierrick Lemaner qui au sein de la sélection de fonds a une expérience de plusieurs années au sein de la Banque publique d'investissement, de la BPI, où il faisait le même métier que la sélection de fonds. Donc, il y a un ADN effectivement private equity extrêmement fort au sein de Pécan qui nous permet de naviguer au sein des différents fonds et des différentes stratégies pour faire une sélection. Alors, il y a une question très intéressante que je ne vais pas oublier, c'est fonds de fonds égale frais de frais. Mais c'est pour ça, on va faire preuve énormément de transparence et on va venir sur cette réponse, mais je pense qu'on pourra répondre à tout le monde. Un élément important, c'est que vous vous souvenez que je vous avais présenté la mécanique d'un fonds de private equity. Vous avez une période d'investissement de 4 ans et ensuite vous avez une période de distribution. L'avantage de rentrer aujourd'hui sur Pécan Conviction 2023, c'est que en fait, vous avez gagné quasiment 2 ans. Puisque il a été lancé en 23, 24 et là, on rentre dans la 3e année de vie du fonds, il va se clôturer et ensuite il continuera à investir en 25 et en 26. Donc, premier avantage, c'est que vous avez gagné 2 ans sur la vie du fonds. Deuxième avantage, c'est que si, imaginons que vous décidiez de souscrire demain et que vous vous engagez, ça c'est la notion d'engagement qui est de 100, on va vous appeler, c'est-à-dire que sur votre engagement, on va tirer, et ça se fait sur notre plateforme digitale via un mandat de prélèvement CEPA, voilà, ça, Haussmann Patrimoine pourra vous l'expliquer très simplement, à hauteur de 60% de votre engagement. C'est-à-dire que sur votre engagement de 100, il y a 60% qui vont tout de suite être mis au travail sur les fonds que l'on a vus et que je vais détailler dans un petit moment. Et ensuite,
vous avez ce tableau prévisionnel de cash flow, puisque vous savez que pour arriver à 100% de votre engagement, vous aurez 4 appels de 10%, le 15 mars et le 15 septembre 25, 15 mars et le 15 septembre 26. Et on est d'accord, 60 plus 40 égale 100, 23, 24, 25, 26, fin de la période d'investissement et 27, début des distributions potentielles. Donc, je reviens à cette mécanique très importante qui est celle du private equity, où cette longue période de 10 ans doit être mise en perspective avec une période d'investissement, une période de distribution. Et là, effectivement, vous gagnez du temps, premièrement. Deuxièmement, vous avez une visibilité sur le portefeuille. Si vous rentrez aujourd'hui, ben, vous avez plus de visibilité sur le portefeuille que celui qui est rentré au tout début. Voilà, on a encore le zoom. Le zoom sur les premiers investissements. Et voilà, alors, je pourrais parler très longuement de chacun des fonds que l'on a sélectionnés. Ces fonds, alors le coup, Kinsight Capital et le fonds Kinsight Novasis, c'est un fonds sursouscrit par les institutionnels, spécialisé sur la tech et la santé, mais en LBO, donc sur des entreprises matures en croissance. C'est un gérant voilà, qui est emblématique en Europe sur ce secteur. Et regardez le graphique que je vous ai indiqué, son déploiement est déjà largement avancé puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 8 valeurs en portefeuille sur un total d'une quinzaine. Donc, c'est un déploiement déjà avancé et donc vous avez une visibilité. C'est quoi un fonds de private equity, mesdames et messieurs? C'est tout simplement une jarre qui se remplit d'investissements en année 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on cède les investissements à partir de l'année 5 jusqu'à l'année 10. Ce que vous avez acheté en année 1, vous le revendez en année 5. Ce que vous achetez en année 2, vous le revendez en année 6. Très schématiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut 5 ans pour générer de la valeur au sein des entreprises dans lesquelles le fonds a investi et dans lesquelles on met en place un mécanisme de LBO. Donc, c'est ce que fait Kinsight Novasis sur le secteur de la tech et de la santé en Europe. Pardon Sassane, tout à l'heure, il y avait une question sur la volonté d'avoir une répartition diversifiée sur le plan sectoriel. Ça n'est pas un objectif en amont. C'est-à-dire que vous allez sélectionner d'abord des fonds, une répartition géographique et la répartition sectorielle, elle vient après, ou bien vous placez en amont dans votre filtre une recherche d'équilibre sectoriel? Oui, la répartition, la diversification sectorielle, géographique, par gérant, par taille d'entreprise, par millésime, c'est dans le mandat du gérant du fonds. Toutefois, évidemment, ce qui prime, c'est la qualité du gestionnaire que l'on va sélectionner et on va avoir un biais. Et le biais, c'est notamment le fait d'être plus sur des acteurs mid-cap parce que, comme je le disais, on estime qu'il y a un potentiel de performance plus important. Et au sein des secteurs, on a un biais sur la santé que j'expliquerai avec notre premier co-investissement, pourquoi on privilégie un peu plus le secteur de la santé. Sagard Newgen, vous le voyez, Sagard Newgen, vous le voyez, c'est un fonds qui est aussi secteur tech et santé en Europe. Et donc, vous allez me dire, mais quelle est la diversification avec le fonds précédent? La diversification, elle se fait au niveau de la taille des entreprises, puisque pour le coup, Sagard Newgen est sur le segment mid-cap, là où Kinsight était plus sur du large-cap. Autre différence, c'est un portefeuille qui a été déjà intégralement investi et sur lequel, ça c'est très intéressant, vous voyez, vous avez 3 sociétés, Invoke, e-Tracing et les laboratoires d'Elbert, qui ont déjà enregistré des retours. C'est-à-dire que le fonds a cédé ces entreprises à 2,9, 3x et 2,7x. Donc, il y a cette vélocité du capital parce qu'on estime que effectivement le marché, notamment dans le mid-cap, est plus dynamique et c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un biais un peu plus mid-cap et c'est ce rôle que remplit notre sélection de Sagard Newgen. Newgen, c'est pour nouvelle génération sur le segment du mid-cap. Ensuite, Émergence ETI2, c'est le deuxième fonds d'émergence. Là, ce sont
Le secteur, c'est l'ingénierie et les services à l'environnement. Pourquoi? Là, on est un peu opportuniste. Alors déjà, on connaît très bien cette équipe d'émergence qui a un plus petit fonds, un peu plus français, mais qui est vraiment spécialisé sur ses impacts et le service à l'environnement, tout simplement parce que on sait que la demande de ce type d'entreprise, elle est extrêmement forte. Et donc, on embarque à l'intérieur de notre véhicule une capacité de cession de ces valeurs à terme qui est plus importante parce qu'on sait qu'il y a de l'appétit pour les entreprises dédiées au service à l'environnement. Et vous le voyez, son déploiement est au tout début de ce… Donc, il y a aussi un équilibre entre les fonds qui ont à la fin du déploiement complètement investis ou qui démarrent leur déploiement. Un mot sur Verto, parce que Verto, pour ceux qui sont investis dans le premier millésime, on avait fait un co-investissement avec eux. On avait investi aux côtés de Verto dans une entreprise qui était dans leur premier fonds qui s'appelle GAC, qui est d'ailleurs notre meilleur co-investissement dans le premier millésime. Et du coup, cette fois-ci, on a investi dans le fonds numéro 2 qui démarre effectivement ses investissements. Juste un mot sur Biobank, c'est une entreprise suisse extrêmement sophistiquée qui fait de la reconstruction maxillofacialaire par greffe osseuse. Et donc, voilà, ils ont cette capacité de sourcing très importante sur des PME en croissance rentable. C'est une équipe aussi très suivie, notamment à l'IPEM, au Forum de Private Equity, avec qui j'ai été. Rien à voir avec la banque d'investissement. Là, on est dans la biotech. Ouais, complètement. Et enfin, 2 fonds dans le secondaire, encore une fois. Alors, le secondaire, je vous l'ai dit, ça permet à la fois d'avoir une maturité plus importante sur des actifs et vous le voyez, en tout cas, Portfolio Advisors, qui est un géant américain qui gère 40 milliards de dollars et qui existe depuis 30 ans, 35 ans, eh bien, ça nous expose sur le marché américain. Ne nous trompons pas, le marché le plus vaste, le plus profond, le plus sophistiqué, le plus mature du private equity, c'est le marché européen. Et inutile de vous dire que la nouvelle administration Trump nous pousse aussi à avoir cette diversification aux États-Unis qui pour nous est source potentielle de performance. La même chose avec Bex. Juste, je pense que c'était un lapsus parce que c'est aux États-Unis que le marché est le plus étendu historiquement et où les performances sont les plus profondes. Complètement, oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'on veut… Parce que vous avez dit Europe, c'est pas grave, c'est juste pour évoquer le fait que les États-Unis sont effectivement sur le plan mondial des leaders incontournables du private equity qui a commencé bien avant l'Europe et qui malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, nous dépasse non seulement historiquement, mais ensuite également en termes de performance. Mais l'Europe a sa carte à jouer parce que même si elle est en retard, elle a aussi une capacité maintenant à déployer notamment ses investissements qui est à la mesure justement du retard des investisseurs européens qui sont beaucoup moins investis sur un marché qui est moins mature que le marché américain ou les pays globalement anglo-saxons qui sont très en avance. Effectivement. Et donc, c'est important dans un programme de fonds d'avoir cette exposition au marché américain et les fonds secondaires qui nous permettent d'avoir des actifs avec une maturité plus importante. On a également choisi de les avoir sur le marché américain parce que Bex, c'est en majorité aux États-Unis et Portfolio Advisors également. Et vous vous souvenez, on avait 3 poches. Une poche primaire, la colonne vertébrale du portefeuille avec d'ores et déjà 4 fonds. Une poche secondaire avec 2 fonds qui nous permet de limiter la courbe en J et une poche de co-investissement où cette fois-ci, vous êtes investi directement dans une entreprise non cotée, mais on ne le fait jamais seul. On est toujours avec un sponsor qui est un fonds de private equity, en l'occurrence, c'est Adagia Partners. Et on a investi avec Adagia Partners dans Technoflex, qui est une entreprise française
dans le secteur de la santé, qui existe depuis 1972 et qui est en train de changer de dirigeant. Et Technoflex fabrique en fait des poches à destination de l'industrie médicale. Ce sont des poches qui initialement en 72 étaient en PVC. Aujourd'hui, on est en train de changer de matériaux, premièrement. Donc, c'est des matériaux qui sont plus sophistiqués en polypropylène. Il y a également des poches qui permettent le mélange de substrats, qui permettent d'administrer exactement la bonne dose directement aux patients concernés. Et donc, il y a effectivement des changements technologiques que Adagia va accompagner pour permettre à Technoflex, qui est une entreprise française, mais qui réalise déjà 90% de son chiffre d'affaires à l'international, de se développer de façon significative. N'oublions pas une chose, le private equity, c'est avoir accès à des leviers de création de valeur. Et c'est le fonds private equity qui va faire en sorte de gérer cette création de valeur. Encore une fois, ça peut être par l'internationalisation, la mise en place d'innovations, et cela nécessite des apports en capitaux que va mettre en place le fonds de private equity. Et d'en plus, c'est résilient parce que, par exemple, l'hôpital de Cologne, qui est un client de Technoflex, ne peut pas changer comme ça de fournisseur de poche. Vous imaginez qu'il y a des procédures extrêmement strictes et donc il y a une résilience, des barrières à l'entrée et donc tout ça limite le risque. Et donc on est pour ça que je vous parlais du secteur de la santé qui va probablement représenter une poche finale un peu plus significative aux alentours de 20% parce que tout simplement en Europe, dans un continent marqué par le vieillissement démographique post-Covid, les dépenses de santé sont en hausse structurelle de plus de 5% par an et donc on estime qu'il y a de la valeur à investir sur le secteur de la santé. Les frais, parce que on va parler de quelque chose qui intéresse beaucoup les participants parce qu'il y a quand même beaucoup de questions sur le sujet. Alors, on va pouvoir, j'espère, répondre à toutes ces questions-là avec cette slide notamment. Il y a une question tout à l'heure qui m'a amusé sur fonds de fonds, frais de frais. Alors, on va le voir là d'ailleurs sur cette slide. Donc, je vous laisse détailler les différentes couches de frais du fonds. Alors, déjà, vous le voyez, ça me permet de répondre à une autre question. Le minimum d'investissement est de 10 000 euros. Donc, vous avez 3 parts entre 10 000 et 100 000. Entre 100 000 et 500 000 et à plus de 500 000 euros. Plus votre investissement est important, plus vos frais de gestion vont baisser. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Et la première colonne que vous voyez, 0,5%, ce sont le maximum de droits d'entrée. Voilà, ça, c'est le maximum de droits d'entrée. Ensuite, vous avez les frais de gestion du fonds, de Pécan. Ensuite, vous avez les autres frais parce que il y a des frais de dépositaire, de valorisateur, de commissaire aux comptes. Nous, on envoie des rapports de gestion semestriels, on vous informe de nouvelles acquisitions. C'est aussi la réponse à une question. Bon, voilà, tout ça, c'est aussi géré par ce qu'on appelle un dépositaire. Souvenez-vous qu'en France, vous avez le métier de la gestion qui est celui de Pécan, qui est différent du métier de dépositaire. C'est-à-dire quand vous investissez 10 000 ou 1 million d'euros dans un fonds Pécan, votre argent il est ni chez Haussmann Patrimoine, il est ni chez Pécan, il est chez un dépositaire qui s'appelle KCIS en l'occurrence, qui est notre dépositaire. Donc les rôles sont très ségrégés puisque vous avez le conseil avec Haussmann Patrimoine, la gestion avec Pécan et le dépositaire bancaire dans lequel vous avez l'argent que vous avez investi. Donc 0,14. Et puis, vous avez les frais des sous-jacents. Parce que, oui, un investisseur un peu sophistiqué va dire, bon, j'ai bien compris, j'ai investi 100 000 euros, ça me coûte 1,65, mais vous avez investi dans Sagar, dans Bex, il y a Technoflex, tous ces actifs-là, vous les avez pas eu gratuits. Donc, quels sont en fait les frais que je paye en plus des frais que vous m'avez vous facturés? Eh bien, on l'a calculé. C'est-à-dire que la moyenne des frais de tous les investissements qui vont composer notre portefeuille Pécan Conviction 2023 sont de 1,4%. Et donc,
le maximum de frais avec 5% de droits d'entrée, eh bien, il est de 3,69%. Mais vous l'avez compris, avec 4% de droits d'entrée, c'est 3,59%. Avec 3% de droits d'entrée, ben, vous enlevez 10 centimes à chaque fois. Et donc ça, c'est extrêmement précis puisque on a une transparence sur la totalité des frais. Honnêtement, pardon, oui, je t'en prie. Comme c'est un sujet vraiment qui intéresse beaucoup nos clients, on les comprend. Il y a donc sur la première colonne, vous avez annualisé les droits d'entrée à 0,5 sur une hypothèse où les frais d'entrée seraient de 5%, qui est le maximum donc autorisé sur ce fonds. Pour répondre à une des questions qui a été posée, donc ces frais sont négociables. Nous avons aussi une grille en fonction des montants qui sont investis. Et donc là, j'invite nos clients à se rapprocher de leur interlocuteur gestionnaire de patrimoine chez nous pour déterminer la tarification qui leur est applicable. Bon, les frais de gestion de votre travail, on les comprend bien. Les autres frais, ce sont tous les prestataires que le fonds doit payer, évidemment. Et ensuite, les frais des sous-jacents, les fonds qui ont été sélectionnés, s'adressant plutôt à une clientèle institutionnelle qui bénéficie des frais les plus bas du marché. On est effectivement dans un cumul de frais de gestion, mais on cumule des frais de gestion avec des fonds dont les frais sont particulièrement compressés, ce qui est beaucoup plus faible qu'un fonds de fonds composé de fonds d'investissement qui seraient accessibles à tout type d'investisseurs avec des frais qui seraient beaucoup plus élevés. Donc là, le modèle qui consiste à investir dans des fonds de qualité institutionnelle avec une tarification adaptée permet d'avoir un cumul de frais qui est plus digeste que les fonds grand public. Néanmoins, les frais sont quand même relativement importants, mais il y a un vrai travail effectué par les différents intervenants, chacun, que ce soit les gérants des fonds sous-jacents ou les équipes de Pécan. Donc il faut bien effectivement rémunérer ce savoir-faire. Et compte tenu des performances historiques des sous-jacents, on peut espérer, comme l'indiquait Sassane tout à l'heure, une performance à 2 chiffres, voire autour de 13% en TRI cible. Je précise que mes hypothèses de performance 13% de TRI et 1,7 fois l'investissement initial sont nettes de frais. Absolument. Net et c'est net de frais. Alors, sur ce slide, j'ai encore un point, pardon, mais c'est pour répondre aux questions des intervenants. Donc, sur les comptes titres, il peut y avoir des frais de compte titre. Nous, ce qu'on propose habituellement à nos clients, c'est de faire une souscription directe en nominatif pur, ce qui évite tous les frais de conservation pendant toute la durée de vie du fonds. Donc ça, c'est la formule la plus économique. On peut aussi le loger dans des contrats d'assurance vie luxembourgeois, mais là, on aura les frais du contrat d'assurance vie, évidemment, qui viendront s'ajouter, puisque l'enveloppe fiscale de l'assurance vie en général, que ce soit en France ou à Luxembourg, comporte des frais supplémentaires. Donc, à voir si c'est plus intéressant ou pas d'être en nominatif ou en assurance vie. Ça, c'est du cas par cas. Et puis, je ne sais pas si ça a été prévu à un moment ou un autre, mais il y avait des questions aussi sur la fiscalité entre les personnes physiques et les personnes morales. Alors, déjà, ce n'est pas éligible, pour terminer là-dessus, Emmanuel, en assurance vie française. Pourquoi? Parce que notre produit est en appel successif et les assureurs français ne savent pas gérer les appels successifs. Déjà, pourquoi on fait des appels successifs? Vous avez bien compris que c'est ce qui permet de préserver le TRI. Parce que je n'appelle votre argent qu'au moment où je l'investis. Si je le prends et que je ne l'investis pas, je dégrade le TRI et donc ça, l'assureur français ne sait pas le gérer. Et donc, c'est un mode de détention en nominatif pur qui fait du sens. Et si vous voulez bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie, eh bien, pour le moment, ce n'est que le luxembourgeois qui s'applique. Ensuite, juste pour la commission de surperformance, il y a ce qu'on appelle le CARID. Et ce CARID, c'est la rémunération du gérant. Alors, c'est une commission de 10%
seulement si on dépasse 8%. C'est-à-dire que on ne prend cette commission de surperformance qui en réalité est un dividende prioritaire pour le fonds et qui est une rémunération de l'équipe de gestion que si on a fait plus de 8% de performance. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez usuel à l'intérieur de l'industrie du private equity. C'est aussi cet alignement d'intérêts. Oui, ce qui est assez fréquent, c'est que les gérants de fonds ont un intéressement à la performance qui assure un bon alignement d'intérêts, une bonne motivation des gérants aussi à faire de la performance. Elle est habituellement de l'ordre de 20%. Là, dans ce fonds, vous êtes à 10%, et vous avez donc cette clause de hurdle qui conditionne la rémunération des équipes de gestion au fait de délivrer une performance nette minimum que vous avez fixée à 8%. Donc, il n'y a pas de frais de performance si la performance est inférieure ou égale à 8% net. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Il y avait une question importante sur laquelle je voulais répondre, c'est la valeur de part si on rentre aujourd'hui. Et effectivement, je disais tout à l'heure que si on rentre sur un portefeuille qui est déjà largement déployé et sur lequel on est appelé à 60%, on gagne 2 ans de la vie du fonds, mais est-ce qu'on perd une partie de la performance? Alors, on est sur un véhicule qui est un FCPR, qui est ouvert aux clients pro comme aux clients non pro, et donc il n'y a pas de prime de souscription. Généralement, dans les fonds professionnels de capital investissement FPCI, lorsque vous arrivez à la fin de la période, vous payez une prime de souscription parce que finalement, vous êtes avantagé par rapport à ceux qui ont fait confiance depuis le début. Il n'y a pas de prime de souscription sur le FCPR. Et donc, vous rentrez au nominal et ensuite à la dernière valeur liquidative. Et donc, si aujourd'hui vous rentrez au nominal. Et si la part s'apprécie, eh bien imaginons on est à 100, on passe à 101 ou à 102, ben vous rentrerez à 101 ou à 102, mais vous aurez encore gagné un peu plus de temps et vous aurez effectivement plus de visibilité et un peu plus de gain de temps sur le portefeuille. Donc, ce qui existe comme prime de souscription sur les fonds professionnels de capital investissement, c'est remplacé dans les FCPR, comme chez nous, par une rentrée à l'AVL. Alors, c'est vrai que là, vous rentrez à l'AVL, c'est pas mal parce que vous avez malgré tout gagné effectivement 2 ans et donc vous bénéficiez de cette performance. D'accord. Merci Sassane pour cette précision. Je rajouterai une chose, c'est que le statut de FCPR a un avantage particulier pour les investisseurs privés, c'est que les minimums d'investissement sont inférieurs à 100 000 euros d'un point de vue réglementaire, contrairement aux fonds professionnels. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez la possibilité de proposer à des investisseurs de commencer à partir de 10 000 euros, et puis ensuite, avec la granularité que chacun souhaitera avoir pour faire ses investissements. Et donc, le FCPR, c'est un véhicule qui est vraiment un véhicule adapté à la démocratisation de ce type d'épargne, puisque c'est vraiment le type de véhicule le plus accessible à tous, et avec ses propres règles spécifiques qui viennent d'être rappelées. Mais si tu me permets de compléter, c'est que je pense que chez Pécan, on a fait un vrai travail d'ingénierie, hein, je pèse mes mots, pour créer un véhicule de classe institutionnelle dans son fonctionnement, dans sa mécanique évidemment, dans la qualité des actifs que nous avons sélectionnés, mais adapté aux contraintes des investisseurs privés. Puisqu'il reste en appel successif, grâce à la plateforme digitale, vous pouvez même sur un investissement de 10 000 euros avoir des appels successifs, eh bien vous êtes tout de suite appelé à 6 000 euros et ensuite vous avez 1 000 euros 2 fois par an. Eh bien tout ça est géré par une plateforme digitale qui vous permet de disposer de votre propre espace
en plus du reporting qui est fait par Haussmann Patrimoine et les éléments qui sont à votre disposition, notamment les rapports de gestion des fonds. Donc voilà, la démocratisation du private equity, c'est aussi un effort qui est fait par des gérants tels que Pécan, qui ne s'adressent cette fois-ci plus seulement à des institutionnels qui avaient l'habitude d'investir, de faire des tickets de 20 millions d'euros et de faire des souscriptions avec les avocats des parts d'autres de la table. Non, c'est un vrai travail aussi, j'oserais le dire, d'éducation des épargnants français, de concert avec les professionnels du patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les professionnels du patrimoine, parce qu'on considère que le private equity est une classe d'actifs qui doit avoir sa place à l'intérieur des patrimoines des Français. Donc là, au travers des derniers éléments communiqués, on a répondu à la question d'un montant, que ce soit un premier investissement ou un réinvestissement, ça ne change rien, le minimum reste 10 000 euros, 60% appelés immédiatement. Donc, si une personne investit 10 000 euros aujourd'hui, c'est 6 000 euros maintenant, 10%, donc 1 000 euros le 15 mars, et ensuite tous les 6 mois jusqu'en mars 2026. Voilà. Donc ça, on a répondu à cette question-là. Ensuite, il y avait une question sur comment est-on informé des nouvelles acquisitions. Donc là, il y a un extranet et une communication qui sont animés par Pécan et ses équipes pour justement donner de l'information sur la vie du fonds. Tout à fait. Voilà, donc j'espère que ça a répondu aux questions. J'accélère un tout petit peu parce que donc on a un peu débordé, mais bon, on a traité la présentation dans les délais. Maintenant, on traite les questions particulières. Donc les frais d'entrée, on y a répondu tout à l'heure. Ils sont négociables. Contactez-nous. Voilà, donc ça, on avait répondu aux frais de gestion. Les personnes morales. Alors oui, il y avait des questions après sur la fiscalité. Alors les particuliers de sur ce type de fonds sont assujettis à la flat tax. Sur les personnes morales, donc la fiscalité peut varier en fonction de la nature de la personne morale, de savoir si elle est transparente fiscalement, si elle a opté pour l'IS. Donc ça, ce sont des points qu'on peut voir en face à face si vous avez un véhicule, une société spécifique qui voudrait investir. Donc là, on est sur les personnes morales, on n'est pas sur de l'imposition sur les plus-values latentes, mais sur les plus-values réalisées, avec éventuellement des taux d'IS qui peuvent être variables en fonction des bénéfices réalisés par la société. Après, il y avait une question sur les différences entre les différentes solutions de fonds. Donc ça, je pense que ça a été dit en début de présentation. Donc il y a la gamme des fonds de fonds qui créent des portefeuilles diversifiés avec une approche patrimoniale. Je reviens là-dessus parce que ça a été dit tout à l'heure par Sassan. Ça n'est pas toujours la philosophie des fonds qui font ce genre de travail de sélection de fonds de private equity. Là, c'est une volonté d'être sur des valeurs sûres et d'avoir un portefeuille plutôt patrimonial et pas avec un niveau de risque maximum pour une performance maximum. L'ambition est réelle, mais elle est mesurée. Alors, je ne sais pas si Sassan est toujours avec nous parce que… Je suis là. Oui, on a été privé de l'image. Et donc, dans la gamme des fonds de Pécan, aujourd'hui, on a parlé des fonds de fonds. Il existe une autre gamme où de temps en temps, donc des véhicules plus spécialisés qui répliquent la performance d'un fonds institutionnel spécifique. Mais ça, c'est un autre sujet. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés par des fonds souscrits de manière plus directe et plutôt qu'au travers d'un fonds de fonds, c'est un sujet que l'on peut également aborder ensemble. Voilà, je pense que l'on a fait le tour des questions qui ont été posées. Je regarde dans le chat puisque certaines questions ont été également posées. Donc, si vous avez encore des questions, il est encore temps de les poser. Ouais. En tout cas, si vous avez d'autres questions, par email auprès de Haussmann Patrimoine et on vous répondra de façon exhaustive sur toutes les questions que vous pouvez avoir.
Écoutez, moi, j'étais très heureux de participer à ce webinaire et d'expliquer en fait cette industrie du private equity qui, je pense, est une chance pour les épargnants français parce qu'encore une fois, cela permet d'aller capter une performance qui était inaccessible. Voilà, elle était inaccessible parce qu'il y avait que les institutionnels et les family office, les grandes familles fortunées qui pouvaient accéder à ces stratégies. Et depuis maintenant quelques années, depuis 3-4 ans, et la digitalisation et le rôle des conseillers en gestion de patrimoine a permis effectivement de rendre cette classe d'actifs accessible aux épargnants français. Et donc, on est très heureux de pouvoir y participer.